merci Bernard de nous donner la possibilité d'ouvrir le bal sur les présentations. Pas forcément évident, mais on va tenter l'expérience. Je vais me présenter. Moi, c'est Étienne Paco. J'ai 40 ans, marié, 3 enfants, pour planter le décor. Je suis originaire d'une région, la plus belle région de France, où on mange des huîtres extraordinaires, la Charente-Maritime. Mais je suis expatrié depuis maintenant presque 20 ans en Bretagne, à côté de Rennes, où j'ai fini mes études en alternance, donc un Master 2 en administration des entreprises, au sein de l'entreprise Cereco. Donc ça fait 20 ans que je suis dans la même entreprise et où j'ai occupé plusieurs fonctions, d'abord chef d'équipe, puis en charge des appros, de l'ordo, de la planification, puis des achats et maintenant de la logistique au sens large, en charge des flux physiques et des flux d'informations. Alors on ne l'appelle pas encore supply chain chez nous, mais peut-être qu'un jour le titre sera responsable supply chain, mais à voir. Voilà. Je vais laisser présenter mon collègue quand même. Ouais, donc moi c'est Pierre. Donc j'ai 30 ans depuis une semaine tout pile. C'est gentil d'organiser cette réception pour mon anniversaire, très sympa. Donc après je viens de Rennes, j'y ai toujours vécu, ma famille est originaire d'Italie, c'est pour ça que j'ai un nom un peu à rallonge, voilà. Sinon je travaille à Cereco depuis maintenant 6 ans et je m'occupe de la partie planification. Voilà. C'est bon, t'as tout dit? Ça va. Sur toi? Ouais. Donc il y a 1 an, on était au même endroit, voilà, nous étions, je dirais, prospects ou nouveaux clients en tout cas. On allait démarrer l'aventure avec DDTech et donc avec Intuiflo. Du coup aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre parcours depuis un peu plus d'1 an quand même sur la notion DDMRP. Donc je vais vous faire une petite présentation de l'entreprise, expliquer un peu la genèse du projet DDMRP à Cereco. Et puis ensuite Pierre rentrera dans le vif du sujet pour expliquer le pilote qui s'est passé de septembre à mars avec Intuiflo, un petit bilan, et puis maintenant le live depuis le 1er avril. Et nos ambitions pour la suite avec Intuiflo. Donc l'entreprise Cereco, donc Cereco, je ne l'ai pas écrit, mais voilà, c'est pour céréales écologiques. Une entreprise qui a été créée en 1989 par Gérard Le Goff, un breton convaincu par l'agriculture biologique et qui a décidé de fabriquer ses premiers mueslis bio dans son garage, dans son four à bois. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. En 91, donc, il crée l'entreprise. Avec une marque phare, la marque Grillon d'Or, donc celle des sachets qui sont présents dans vos sacs. Donc à l'époque, ils n'étaient pas forcément très nombreux dans l'entreprise, et puis voilà, ça a grandi. Moi, j'y suis arrivé en 2004, on était 25. Voilà, depuis, ça a bien évolué. En 2008, on obtient l'Oscar du développement durable régional, donc en Ille-et-Vilaine. De par la continuité dans notre démarche bio et puis surtout respect de l'environnement. À l'époque, on avait fait agrandir le bâtiment en utilisant des matériaux biosourcés et puis avec une installation de panneaux photovoltaïques. En 2009, on rachète une autre entreprise, à l'époque fournisseur principal de nos flocons de céréales, une entreprise qui est située à Niort, à côté de Niort, à Mazières-en-Gâtine, qui s'appelle LCA. En 2010, on rachète une autre entreprise, cette fois-ci dans la Manche, donc on fait un peu les grands écarts, à côté de Cherbourg, à Bricbec, Rouget Production. C'est des fabricants de biscuits et de galettes de riz, donc ça nous a permis là d'élargir un peu notre offre auprès de nos clients. En 2016, toujours dans la continuité de nos valeurs,
nous avons décidé de nous faire certifier bio-entreprise durable pour concrétiser voilà, nos valeurs fortes dans l'entreprise de respect de l'environnement. 2017, une grande étape. Voilà, Gérard Le Goff décide de partir à la retraite, donc de céder son entreprise. Il a choisi le groupe Tribal à Noyal à l'époque, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle Olga. Ce sont finalement des voisins. Donc nous on est basé à Domanier, eux à Noyal-sur-Vilaine, donc à une dizaine de minutes. Donc voilà, donc depuis 2017, Cereco est devenu une business unit de Olga, avec 3 sites, Rouget, LCA et puis Cereco. Et puis 2020, dernier grand temps fort, en tout cas un des grands temps forts récents, la création d'une filière avoine. Voilà, l'avoine, c'est la céréale principale de nos recettes. Voilà, ça tenait à cœur aussi depuis très longtemps à Gérard Le Goff de monter cette filière. Et donc on a investi dans un outil de décortiquage et de floconnage sur le site de LCA. Donc voilà pour les étapes clés de l'entreprise. Donc voilà, si vous ne l'avez pas compris, on est fabricant de céréales bio pour le petit déjeuner. Nous allons du champ jusqu'au bol. Voilà, on travaille en partenariat avec des coopératives de céréales. Donc on reçoit en fait le grain brut que l'on nettoie, que l'on floconne. Donc floconnage, c'est le fait de passer un grain en forme de flocon. Ensuite, c'est nous qui élaborons les recettes et fabriquons tout ça. Et ensuite, conditionnons voilà, sous forme de sachets comme vous avez entre les mains, mais aussi en vrac. Donc quelques chiffres. Donc 2 marques principales. La première que j'ai déjà citée, créée en 91, Grillon d'Or, distribuée dans le réseau bio spécialisé type Biocoop ou autres magasins bio indépendants. Et puis la marque Terre et Céréales qui est apparue un peu plus tard à la volonté de vouloir aller vendre nos produits en grande surface. Donc voilà, 2 canaux bien distincts de distribution. Puis on fait également de la marque de distributeur pour les grandes enseignes nationales. Et puis des marques de distributeurs spécialisés, donc j'en parlais tout à l'heure, on travaille aussi pour des produits à la marque Biocoop, La Vie Claire et Naturalia. Nos gammes de produits, 11 gammes, donc 300 références sur voilà, les 2 marques principales et puis les marques MDD comme j'ai cité. Donc des tartines, ce qu'on appelle, donc ça c'est fabriqué dans la Manche, à Rouget Production, on appelle ça des pains plats. Toute une gamme autour donc, des céréales petit déjeuner pour le matin, mais aussi une gamme pour l'apéritif. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail des chiffres. Donc 175 salariés, répartis sur 3 sites de production. Un chiffre d'affaires donc, de 45 millions d'euros l'année dernière. Et pour avoir quelques volumes, voilà, 11 000 tonnes vendues l'année dernière. Vous voyez quelques photos du process. Je regarde le timing, mais c'est bon. On va faire un focus sur le site de Domanier puisque c'est le principal. Donc le site fait 10 000 m², 130 personnes, 4 ateliers de fabrication, un atelier de conditionnement. Voilà, pour ceux que ça intéresse, à peu près 10 000 OF par an, on va dire 40 par jour, en 3/8 du lundi au vendredi. Nos produits sont des produits secs, donc plutôt sur de la date assez longue, 12 mois. Notre capacité de stockage sur site est de 1500 palettes pour tout ce qui est MP emballage, 3000 palettes pour les produits finis. On fait à peu près 10 000 BL par jour en réception et 50 BL par jour en expédition. Qu'est-ce que j'ai après? Voilà, la genèse. Donc voilà, pour l'entreprise, là je vais tenter de vous expliquer un peu le pourquoi on en est là. Donc vous plantez un peu le contexte en 2021. Voilà, un marché en croissance, voilà, le marché bio est en croissance depuis une dizaine d'années.
Mais en 2021, on a senti un net ralentissement et donc voilà, il a fallu changer un peu de stratégie, de se dire va falloir réfléchir à être un peu plus performant et moins établir une stratégie sur la croissance. Un taux de service en dessous de notre cible qui pour l'instant est de 96%. Donc là, un petit graphe de notre exercice 21-22 où notre objectif étant ici, vous voyez que ça n'a pas toujours été simple de le maintenir. Donc voilà un peu le contexte en 2021. Le constat de départ, nos dysfonctionnements, c'est sensation d'avoir une faible maîtrise de nos couvertures de stock. Un stock externe en hausse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la capacité de stockage sur Domanier. Un peu à l'étroit, donc obligé d'aller stocker à l'extérieur. On est monté jusqu'à 400 000 € de frais de stockage, soit presque 1% du chiffre d'affaires. Un stock de date courte de produits finis qui ne cesse de grandir, jusqu'à 5% de notre stock de produits finis. Alors que l'on est sur la date de DDM 12 mois. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit wow. Des aléas de livraison et de production régulés. Bon, ça après, ça c'est un peu dans toutes les entreprises, mais voilà, c'est aussi notre quotidien. Notre réalité, donc notre process, il est discontinu. On a la fabrication, on stocke en big, et puis après on reprend le big bag pour le conditionner. Donc on a déjà ce process, je dirais, avec des buffers, naturellement. Une fiabilité des prévisions à 75%. Environ. Alors un process MRP à maturité. Depuis 2016, on est sur un ERP qui s'appelle Copilot de l'éditeur Infologique. Des équipes qui utilisent l'outil vraiment à fond et je dirais qui maîtrisent vraiment le concept MRP. D'où une sensation de stagnation dans nos méthodes. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de performance, la finance qui commence un peu à nous toper en disant est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser notre besoin en fonds de roulement. Voilà, et puis voilà, ce sentiment de ne pas pouvoir faire mieux avec l'outil en place et les méthodes en place. Donc voilà le constat de départ. Les enjeux, gagner en flexibilité, ne plus subir les aléas, optimiser notre stock et puis sécuriser le taux de service. Bon, c'est des choses, je dirais peut-être un peu bateau dans beaucoup d'entreprises, mais ça reste la réalité du quotidien. Et améliorer notre processus supply chain, ça forcément c'est le but ultime. Voilà. Je sais plus, c'est encore moi qui parle là. Ouais. Je regarde l'heure, 10h15, c'est bon. C'est bon. Ah si, on va faire un petit... Voilà. Okay. Alors, du coup, on s'est mis en... Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait dans la voiture hier. En fait, moi, j'avais de mon côté ces problématiques de besoin en fonds de roulement. Et puis Pierre, lui aussi, avait d'autres problématiques en tête. Ouais, c'est ça. Par exemple, nous, entre les services, on n'avait pas la même lecture. Pour un certain stock d'un produit, d'un côté, aux experts, ils disaient « Mais regarde les commandes, il y a beaucoup trop de stock là par rapport aux commandes en cours, on en a beaucoup trop. » Moi, je voyais les prévisions, je disais « Mais non, il n'y en a même pas assez. » Et donc, on n'était pas raccord entre est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez. On n'avait pas la même lecture. Pourtant, pour une même info sur quelque chose de concret, un chiffre donné, il y a 30 palettes de produits, on n'était pas d'accord sur les conclusions à en tirer. Donc voilà, recherche d'amélioration de la performance, améliorer le besoin en fonds de roulement. Donc moi forcément, de mon côté, ça me posait des problèmes au quotidien. Donc l'idée c'était de trouver un moyen d'améliorer la lecture du flux et puis uniformiser les informations pour qu'on parle le même langage finalement. Et c'est là où du coup, je ne vous ai pas dit, mais voilà, j'ai fait une formation en 2017 à Leslie, responsable parcours responsable logistique, pardon. Et c'est là où j'ai entendu parler de cette solution DDMRP, mais ça m'avait paru un truc impossible à mettre en place à Cereco. Mais en tout cas, je l'avais retenu dans un coin de ma tête. Et puis en même temps, totalement par hasard, je tombe sur un article dans un magazine spécialisé écrit par Guillaume Nardon qui venait de faire un prototype DDMRP dans justement
une usine du groupe Tribala, donc Olga, auquel maintenant on fait partie. Donc la coïncidence fait qu'en lisant l'article, ah tiens, ça a l'air sympa, bon, pourquoi pas, la méthode des DMRP, ça a l'air intéressant. Donc il y a eu cette rencontre avec Guillaume, début de réflexion. Et du coup, pourquoi pas tenter l'aventure des DMRP. Voilà, je te laisse la parole pour la suite, il me semble. Ça marche. Hop. C'est celui-là. Oui, c'est ça. Que je ne retourne pas en arrière. Donc finalement, suite à la rencontre avec Guillaume, on discute et on se dit, bah tiens, tu as déjà fait un test côté Tribala, donc Olga maintenant, est-ce qu'on ne peut pas nous essayer aussi en interne? Donc on s'est dit, bah, on y va, on essaye, on fait un POC maison et puis on va voir ce que ça donne. Donc au début, pour définir le périmètre, on s'est dit comment on fait? Parce qu'on a, comme on a dit tout à l'heure, on a 300 références de produits finis. Donc on n'a pas voulu commencer sur tous les produits parce que c'était peut-être un peu trop ambitieux. Donc on s'est dit, on va commencer simple. On a choisi 4 produits finis qui étaient simples, des références qui étaient très basiques, avec le process le plus simple possible et la nomenclature la plus simple possible. Donc on a choisi 4 références de cornflakes. Au niveau de la durée de notre POC, on a pris 5 mois. Donc on a rencontré Guillaume en décembre 2020, donc on a démarré en janvier 2021, jusqu'à mai 2021 à peu près, 5 mois. Donc ça nous permettait de passer la saisonnalité parce que dans l'année, grosso modo, mars-avril et septembre-octobre, ce sont nos 2 périodes fortes. Donc ça nous permettait de passer un pic d'activité. Et puis aussi, on a la particularité d'avoir des produits gluten et des produits sans gluten. Et tous les 2 mois, on a une production sans gluten qui est un peu particulière. Donc le fait de faire sur 5 mois, ça permettait aussi de faire passer cette particularité-là dans le test. Au niveau du support, on a utilisé notre ERP. Le petit symbole vert, c'est le symbole de notre ERP Copilote. Et donc on a construit un planning dédié dans le ERP. Là, il y a une petite capture d'écran juste voilà, pour montrer qu'il y avait de la couleur et que c'était sympa. Donc on l'a bricolé par nous-mêmes pour faire le test, un petit planning tout simple qui nous proposait, enfin qui faisait le DDMRP, proposait de produire quand on était dans le jeu ou dans le projet. Donc ensuite, comment on l'a vécu? Alors forcément, c'était le début et même s'il n'y avait pas beaucoup de références, on n'a pas trop bien suivi le modèle. On avait mis un délai de 3 jours et des fois on faisait 4 ou 5, on ne respectait pas forcément les délais de fabrication qu'on avait mis. C'était une période où dans l'usine il y avait pas mal de perturbations, donc en production on subissait plus d'aléas que d'habitude. Mais par contre, en fonctionnant comme ça, moi pour le coup je faisais le planning, j'avais moins de stress et plus de lisibilité. Même s'il y avait de la perturbation, ces produits-là, je trouvais qu'ils étaient quand même faciles à planifier parce que le signal il était assez clair quand il y avait besoin de produire. Donc même si la prévision elle n'était pas bonne, au moins là, moi je trouvais que c'était plus de lisibilité et moins de stress. Donc le résultat, au bout de ces quelques mois, finalement, comme il y avait beaucoup de perturbations dans l'usine, il y a pas mal de produits qui ont eu un taux de service un petit peu dégradé. Et bien les 4 produits finis qu'on avait choisis pour le test, ils s'en sont sortis avec un meilleur taux de service que les autres. Donc c'était plutôt encourageant. Et on s'est dit, et ben dans ce cas-là, puisque ça a l'air d'être plutôt pas mal, on continue et on va essayer d'élargir un petit peu le périmètre. Donc on est passé sur un mode hybride, on a agrandi le POC. Pour le périmètre, on a gardé toujours les 4 mêmes produits finis qu'on avait et on en a rajouté un peu plus. Donc on a rajouté des produits finis, alors, de l'atelier extrusion. Juste pourquoi cet atelier-là? C'est parce qu'en fait, il est un tout petit peu déporté, il est de l'autre côté de la route. On a le site principal et il y a juste le trottoir et la route. Et de l'autre côté, il y a le bâtiment extrusion. Donc déjà, par nature, on avait déjà un peu de stock de produits semi-finis. Alors c'est un atelier qui fait des produits semi-finis et des produits finis, il va dans plusieurs autres ateliers. Mais comme il est déjà déporté, on avait déjà un stock tampon qui existait, donc on a capitalisé dessus. Donc on a rajouté quelques produits finis, quelques semi-finis. Et aussi, pour pouvoir élargir le cercle et mettre d'autres services dans la boucle, on a aussi pris des produits finis qui sont distribués, donc des produits finis qui viennent du site de Rouget, qui sont ramenés jusqu'à notre site à Domanier et qui sont vendus depuis Domanier. Donc comme ça permettait de mettre les appros aussi dans la boucle, parce que c'est les appros qui gèrent le rapatriement de ces produits finis du site de Rouget vers le site de Domanier. Et comme ça nous permettait d'avoir des ordres différents. On avait des ordres de fabrication jusque-là et on a rajouté des ordres de transfert. Finalement, ce mode hybride, il a duré 1 an. On l'a pris à la suite du POC, donc à partir de juin 2021. Il a duré jusqu'à juin 2022. Le temps de se familiariser avec tout ça, de mettre tout ça en place et de réfléchir après pour est-ce qu'on part en mode projet, est-ce qu'on fait plus. Donc ça nous a pris 1 an finalement de vivre comme ça en hybride. C'était toujours sur notre ERP Copilote, toujours dans le planning dédié qu'on avait construit. Et là, on l'a dupliqué pour faire un planning spécifique pour les appros, pour gérer les produits finis distribués.
Comme ça, ils avaient leur planning attitré pour faire ces produits-là. Comment on l'a vécu? Il y avait une cohabitation entre le DDMRP et notre méthode classique PDP. Donc, moi, au niveau du planning, ça me faisait faire deux choses en parallèle, mais au final, ça s'est bien fait. Et puis, ce qui était bien, c'est que les produits finis qui étaient en mode DDMRP, ils passaient tous sur la même ligne de conditionnement, grosso modo. Et donc, au fur et à mesure, en faisant le point avec les chefs d'équipe, c'est un peu rentré dans les mœurs. C'est pour ça que j'ai mis la phrase, petit témoignage, c'est qu'en fait, la ligne 3, c'était la ligne qui servait pour le DDMRP. Tous les produits passaient dessus. Donc, en fait, c'était une ligne qui avait moins de visibilité dans le temps que les autres, parce qu'on générait les OF au fur et à mesure. En temps normal, pour vous donner un ordre d'idée, tous les lundis, on générait les OF pour la semaine prochaine. Donc, on avait la semaine en cours et la semaine prochaine dans l'ordonnancement pour les équipes au niveau de la visibilité. Alors que là, sur cette ligne-là, qui avait pratiquement que des produits issus du DDMRP, on n'avait que quelques jours, on avait une semaine maxi de visibilité. Donc, des fois, les équipes se disaient « mais je ne tourne pas sur cette ligne, là, il n'y a pas d'OF ». Et on disait « si, il va y avoir des OF, c'est juste que ça dépend des commandes des clients, donc s'il n'y a pas de commande, il n'y aura pas d'OF, mais en toute logique, il devrait y en avoir, donc on ne s'inquiète pas ». Comment ? Je dis on espère. Oui, on espère, commande. mais c'est normal si on n'a pas, c'est la ligne des DMRP, ça dépendra des commandes, donc on ne s'inquiète pas. Et donc ça a permis petit à petit de familiariser les équipes aussi avec le fait de ne pas savoir exactement ce qui va se passer, mais d'être prêt quand même au cas où. Et donc, résultat, c'est comme pour le POC, ça l'a confirmé, on avait une meilleure lisibilité des priorités, on avait moins de dépendance de la fiabilité des prévisions, donc s'il y avait plus ou moins de commandes, nous, on mettait plus ou moins d'OF, on s'adaptait. Et puis, il y avait plus de souplesse au niveau du planning, donc ça, c'était quand même des bons points, le mode hybride, il a été plutôt concluant. Donc, on s'est dit, ok, on continue, sauf que là, on voit bien que si on veut faire plus, au bout d'un moment, notre petit planning fait maison dans le RP, il va peut-être pas être suffisant. Et puis, clairement, il y a besoin d'être accompagné parce que tout seul, ça aurait peut-être été un peu trop ambitieux et prétentieux de vouloir tout faire tout seul. Donc, on avait besoin d'un accompagnement plus grand. Donc, c'est là qu'entre en jeu DDTech et donc Intuiflow, puisqu'on est parti sur un pilote avec Intuiflow. Donc, on démarre la phase pilote. Et là, pour le périmètre, on s'est dit, on prend quoi ? On prend tout. Comme ça, on embarque toute la BU. Donc ça représentait les 3 sites, Cereco, Rouget et LCA. Parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, on embarque tout le monde. Comme ça, au moins, les pratiques, elles seront harmonisées. Parce que des fois, entre les sites, on n'avançait pas à la même vitesse ou on faisait des manières différentes. Et donc, au final, quand tout n'est pas harmonisé, on a des fois des difficultés. Donc là, on s'est dit, on met tout le monde dans le même panier. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Donc, on est parti sur un pilote de 6 mois, de septembre 2022 à mars 2023. Et là, pour le coup, avec l'intégration d'Intuiflow. Nos objectifs, parce que là, pour le coup, on s'est dit, ça y est, ça devient sérieux, il faut quand même qu'on ait des bons objectifs. Comment ? Ça va nous coûter un peu de sous, donc il faut un peu poser les choses. C'est ça, jusqu'à présent, c'était histoire de se familiariser, de faire vivre le système, voir comment c'était, mais là, ça y est, on s'est dit quand même, qu'est-ce qu'on va viser ? On va essayer de sécuriser le taux de service au-dessus de notre objectif. On va essayer de réduire les stocks, de les optimiser, de gagner en sérénité, en communication, en prise de décision. Et puis d'avoir un ROI, nous on s'était dit, sur 1 an et demi, on devra avoir moins de ruptures et une baisse du stockage à l'extérieur, parce qu'il fallait quand même avoir des chiffres. Et puis, on l'a calculé quand même. On l'a calculé, voilà, c'est pas ça. Fait que c'est pas sorti du chapeau. C'est ça. Au niveau du planning, donc grosso modo, on a commencé en juin et sur la période d'été, c'était plus de la mise en place des interfaces pour que le RP et Intuiflow communiquent bien ensemble. Septembre-octobre, on a fait la partie formation, conception, paramétrage, un peu de test. Et puis à partir de novembre, on est parti en live sur le pilote. Donc là, on a mis tout le monde dans le bain et puis on est parti. Donc juste au niveau du périmètre, nous, on fonctionne avec des prefs qui alimentent un pic sur 3 ans la maille mensuelle, qui alimente un PDP sur 6 mois la maille hebdo, qui alimente l'ordo qui est à l'horizon de 2 semaines à la maille jour. Ça, c'était notre fonctionnement pour schématiser, qui est un fonctionnement assez classique en fait. Et puis, surtout, Bernard, j'espère que tu as fait le schéma à peu près de ce que j'ai compris de ce qu'était le méthode modèle demande driven. Donc, pour représenter un peu le parallèle avec notre fonctionnement, et nous, on s'est dit, où est-ce qu'on met la frontière sur le pilote ? On la met là pour que ce soit un pilote sur un modèle opérationnel. Et donc, on a fait une coupure. On s'est dit, tout ce qui est avant, pref, pic, tout ça, ça reste comme aujourd'hui. Et nous, on va plutôt se concentrer sur essayer de mettre en place un modèle opérationnel pour la génération des OF et puis les commandes d'appro en fonction de la demande. Donc, c'est là qu'on a fait la coupure pour le pilote. On s'est concentré là-dessus.
une fois qu'on était OK sur où est-ce qu'on met les frontières du pilote, on s'est dit, bon bah voilà, il va falloir quand même positionner des buffers, où est-ce qu'on les met. Donc voilà, grosso modo, le schéma de nos nomenclature, on a un produit fini qui se décompose d'un semi-fini dans son emballage, et ensuite le semi-fini, il est issu d'un semi-fini éventuellement, et puis de plusieurs matières premières. Donc là, si on se concentre juste sur Domanier, au niveau des matières premières et des emballages, on a passé 700 références sur buffer, donc à peu près 90% du portefeuille. On s'est dit qu'on mettait des buffers parce que c'était le début de la chaîne et donc il y avait de la variabilité avec les fournisseurs et puis aussi en production. Au niveau des semi-finis, on a passé 10 références, c'est celles qu'on avait déjà fait quand on était en mode hybride. C'est que 10%, ça représente les produits semi-finis de notre atelier extrusion parce que c'est un atelier qui est de l'autre côté de la route, on avait déjà un peu de stock de semi-finis, donc on n'était pas trop dépaysé. Et puis surtout, pour les autres semi-finis, on n'avait pas assez de place. L'espace de stockage était contraignant, donc on n'a malheureusement pas pu le faire, donc tant pis. Et toujours, comment ? Et toujours contraignant. C'est toujours le cas aujourd'hui, donc on fait sans, malheureusement. Par contre, au niveau des produits finis, là, on a mis des buffers sur 250 références, grosso modo 80%. Le reste, c'est principalement des produits qui sont à la commande, donc on s'est dit qu'on continuait de faire à la commande. Et on a mis des buffers sur les produits finis parce que c'était la fin de la chaîne, et donc il y avait la variabilité des clients et puis les aléas de la production. Donc, au final, comment il a vécu ce pilote ? Et déjà, pour commencer, il y avait une petite partie intégration entre Intuiflow et notre ERP. Et ça, c'était une partie primordiale et c'était super important que l'échange d'informations entre les deux systèmes se fasse bien. Et j'insiste dessus parce que nous, on a eu la chance d'avoir Robert, qui était notre expert informatique, qui nous a fait une super préparation. Et donc, derrière, je pense que le projet, s'il ne savait pas être aussi bien structuré au niveau informatique, il ne se serait pas aussi bien déroulé. Donc, c'était une grande clé de réussite. Au niveau du site d'LCA, on l'a mis en stand-by parce qu'au niveau ERP, méthodo, il y avait encore des améliorations à faire avant de vouloir entrer dans un truc plus compliqué avec Intuiflow. Donc on s'est dit, on met en stand-by. Côté Rouget, ça a été un peu compliqué parce que les flux étaient un peu plus complexes, les produits peuvent passer sur plusieurs machines et puis en plus ils ont eu des travaux. Donc c'est devenu un peu l'usine à gaz. Donc bon, ça a été un peu plus compliqué. Et sur Cereco, qu'est-ce qu'on a eu ? Il y avait pas mal de cas particuliers au niveau des matières premières parce qu'il y avait des substitutions qui étaient possibles, il y avait différents formats de matières premières, il y avait différentes caractéristiques des délais de livraison ou du minimum de commande qui sont différents en fonction des fournisseurs. Donc ça ajoutait quand même pas mal de challenges à passer. Et aussi, on a, je vous en parlais tout à l'heure, une spécificité avec des productions sans gluten. Donc ça, c'est au niveau de la production. On a une semaine qui est un peu spécifique tous les 2 mois, qui nécessite un nettoyage particulier. Donc l'entreprise se chamboule un petit peu pendant cette semaine-là, tous les 2 mois. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on a eu à challenger pendant le pilote, qui nous ont fait réfléchir et qui ont mis à l'épreuve tout ce qu'on avait paramétré. Au final, à mi-parcours du pilote, ce qu'on peut dire où on était rendu grosso modo, c'est qu'au niveau informatique, c'était quand même vachement bien. Sur les PF, on s'y retrouvait. Sur les matières premières, on avait un peu de mal, on restait un peu bloqué au niveau de la conception parce qu'avec toutes ces contraintes de spécificité fournisseur et tout ça, on ne savait pas trop comment faire, c'était quoi le paramétrage idéal, donc ça a été un petit peu plus difficile. Au niveau emballage, on était bien. Sur Rouget, ça allait au final, et sur LCA, on a mis en stand-by. Donc qu'est-ce qu'on constatait au fur et à mesure du pilote ? On constatait quand même un gain de temps en planification, en approvisionnement, même s'il y a certains endroits où on avait des petits obstacles. Globalement, on gagnait quand même du temps et c'était plus facile. On a optimisé notre stock quand même. On a les produits finis qui ont baissé au niveau de la couverture, donc ça c'était plutôt bien. On avait moins d'impact sur l'erreur de la prévision. Quand on voyait que la prévision était moins fiable que d'habitude ou qu'il y avait des commandes plus fortes, on était moins impacté, donc ça c'était quand même plutôt un soulagement. On a un peu transformé notre manière de faire notre planification et de générer les OF. Avant, on faisait en un bloc le lundi pour toute la semaine d'après. Là, on a saucissonné en 2 fois pour pouvoir avoir plus de réactivité parce que sinon, on attendait avant, en mode PDP, on attendait la semaine d'après pour régénérer des OF alors que maintenant, on était plus réactif, on le faisait plus fréquemment. Le fait aussi d'avoir des buffers qui se dimensionnent avec des paramétrages assez faciles à gérer, ça nous a permis aussi de faire un peu d'optimisation au niveau de la production. On a ajusté nos paramétrages pour avoir moins de petits OF et du coup gagner en productivité et avoir moins de pertes. Donc on a réussi à trouver un compromis entre
répondre à la demande et être quand même assez flexible, mais pas non plus faire que des petites prods et perdre en productivité, parce que ça, c'était une crainte aussi au niveau des équipes. Ils avaient peur, ah ouais, mais si on fait à la demande, on va faire que des petites prods et puis on va changer tout le temps, et puis ils étaient un peu... Ils avaient un peu peur de ce côté-là, donc on leur dit, bah non, vous inquiétez pas, nous on peut paramétrer quand même les buffers avec plein de réglages, donc on va faire un réglage qui convient bien à tout le monde. Donc on a réussi à trouver des compromis et à expliquer les choses comme ça. Du côté, donc si on imagine la distribution des stocks, il y a la partie des excès, on a parlé des dates courtes tout à l'heure, où on en avait vraiment beaucoup à certains moments. Et ben là, le fait de pouvoir voir ce qui était en excès aussi, pas forcément ce qu'il y a besoin, mais aussi ce qui est en trop, ben ça nous permettait d'agir plus vite et donc de gérer et de corriger quand on était parti pour faire du surstock. Ça nous a permis de gérer ça aussi et donc d'avoir moins de produits en date courte. Donc au final, ça a été quand même un pilote assez riche, où il s'est passé pas mal de choses. Quel résultat on en tire? Et ben au final, on a réussi à baisser le stock et sa valeur. On avait un manque de personnel, donc ça rend difficile l'interprétation des résultats. Genre au niveau du taux de service, par exemple, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion de dire on a augmenté ou pas, parce que le contexte il est quand même assez compliqué. Donc il y a des choses au niveau des chiffres, on ne peut pas faire de conclusion aussi. C'est pas aussi simple que ça. Donc c'est pas vraiment forcément au niveau du taux de service qu'on va pouvoir dire quelque chose. Par contre, ce qu'on peut voir nous comme bénéfice, c'est au niveau du ressenti, comment on le vit. En planification, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de fonctionner comme ça. On est plus serein avec moins de stock et lire les priorités, c'est plus facile. Donc forcément, au quotidien, c'est plus agréable à vivre. Donc au niveau des objectifs, sécuriser le taux de service au-dessus de l'objectif, on a réussi. Réduire les stocks, on a réussi. Gagner en sérénité, en communication, en prise de décision, on a réussi. Et le ROI sur 1 an et demi, moins de rupture, baisse de stockage à l'extérieur. On peut dire qu'on a réussi parce qu'on avait écrit qu'on arrêterait du stockage à l'extérieur. On l'a fait. Et on l'a fait depuis une semaine ou deux, depuis pas longtemps. On a arrêté le stockage à l'extérieur sur un site déporté. Donc ce qu'on avait dit qu'on ferait, on l'a fait et on a réussi à atteindre nos objectifs. Donc là-dessus, on est plutôt content. Mais c'est pas fini. On s'est dit, ça c'était le pilote. Et donc après, on s'est dit, bah alors voilà, c'est la fin du pilote. Voilà, Bernard a insisté à un moment, bon, tu signes pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais quoi? Le pilote est fini, voilà. Donc on s'est posé la question, grand dilemme, est-ce qu'on arrête tout et on revient en arrière avec notre PDP ou est-ce qu'on continue l'aventure de Event Driven? C'était un choix cornélien. Suspense. Suspense, roulement de tambour. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Bah oui, on continue, évidemment. Donc on continue et on passe en live. Alors quel périmètre? Bah en fait, on garde le même que celui qu'on avait déjà, puisque l'avantage, c'est qu'on était passé avec toute la BU, donc au final, bah, on a continué tel quel. On a laissé LC en stand-by le temps que ce qui a amélioré côté RP, méthodo, voilà, on a laissé comme ça. Et donc on a continué avec le site de Cereco et le site de Rouget. Ce qu'on fait maintenant depuis le live, donc depuis avril, ouais, depuis pas longtemps là, depuis avril, ouais, c'est qu'on continue d'améliorer le modèle au fur et à mesure. On revoit certains buffers, par exemple il y a des emballages, on les a passés en RO, enfin voilà, ça vit petit à petit avec les équipes Planifa Pro. On corrige des paramétrages au cas par cas, quand on a un problème, quand on se rend compte qu'un article, celui-là, il arrive à être en rupture, ou alors au contraire, celui-là on a l'impression d'avoir tout le temps trop de stock. On corrige au cas par cas. On est un peu en mode trial and error, voilà, quand on rencontre des problèmes, on les résout un peu par exception. Et puis en faisant vivre le modèle comme ça, on se rend compte quand même qu'on a besoin de se projeter. C'est bien beau de faire au quotidien le modèle opérationnel, mais on aimerait bien quand même, pour les appros, pour les achats et puis même pour la production, aller plus loin et pouvoir se projeter plus dans les semaines et les mois à l'avenir. Donc ça fait la transition sur nos ambitions et je laisse la parole à Étienne. Je vais te laisser respirer. Ouais, merci. On est un peu vite dans le timing, mais... Vous êtes trop rapide. Ouais, c'est ça, reste, on pose pas assez les choses. Hein. Il reste 20 minutes. Il n'y a pas de souci. Ouais, Voilà. ça marche. J'espère que vous aurez plein de questions, on va tenter d'y répondre. Donc voilà, pour la suite, maintenant que le pilote est fini et qu'on a enclenché, on va dire, Intuit Flow officiellement, nos ambitions, c'est pour ça que l'atelier de demain nous intéresse fortement. C'est de construire le système DDS-NOP, puisque voilà, comme le disait Pierre à l'instant, lorsqu'on était en mode MRP, on avait le sentiment d'avoir une projection claire, même si on tentait d'aligner les planètes. Mais en tout cas, c'était assez clair pour les appros, alors qu'aujourd'hui, le système, on n'a pas encore enclenché trop le SNOP, le PDP, on ne le suit plus trop.
forcément, il est laissé un petit peu de côté. Donc aujourd'hui, on a du mal à avoir une vision aussi claire qu'avant, quand on n'était qu'avec le MRP. Voilà, il y a certaines questions de la part des appros qui ne trouvent plus réponse auprès de la production. Quand est-ce que tu vas utiliser tes matières, combien tu vas en avoir besoin dans 3 mois, enfin voilà. Les acheteurs, voilà, ils ont besoin d'avoir une visibilité sur les volumes pour pouvoir acheter au meilleur prix, ou en tout cas, parce que voilà, la matière, encore plus en bio, il faut la réserver, il faut l'anticiper. Donc le besoin de projection est primordial. Côté machine, du coup, des difficultés à trouver le bon paramétrage pour piloter. Voilà, toujours l'histoire de la charge kappa. En ce moment, voilà, on a beaucoup de ruptures pour plein de raisons. C'est vrai que l'outil, par manque de paramétrage certainement, nous propose de tout produire d'un coup, alors qu'on sait bien que ce n'est pas possible. Donc il faut arriver à hélicer tout ça. Alors voilà, ça aussi, compliqué. Mettre en place des instances de partage et de pilotage. Donc c'est vrai que le projet, on n'a peut-être pas trop parlé dans notre explication, mais donc comme vous l'avez compris, c'est Pierre qui a mené le sujet d'une main de maître. Après, l'équipe autour, c'était principalement mes collègues aux appros, donc Aurélie et Émilie. Un peu Mickaël à leur dos. Enfin, grosso modo, l'équipe, c'était 4 personnes, 4-5 personnes avec moi en sponsor. Mais finalement, les autres interlocuteurs, les commerciaux, les acheteurs, tout ça, ils ne sont pas trop forcément rentrés encore dans le système. Donc, voilà, les instances de partage et de pilotage sont encore à mettre en place autour du système des DMRP. Et donc, voilà, trouver des indicateurs à établir, à faire vivre. Et je pense que c'est pas évident de mettre en place, je dirais, tout ce qu'on vient de faire, mais ça, c'est encore moins évident, je pense, que c'est plus conceptuel peut-être, en tout cas moins pratico-pratique. Et puis voilà, mettre en place la philosophie demande-driven dans l'entreprise, ça aussi c'est une de nos ambitions, puisque c'est pas encore présent forcément partout. Voilà. Même si la direction est très pour cet outil, persuadé que ça peut améliorer les choses. Néanmoins, on sent quand même qu'on se raccroche à nos habitudes, voilà, des prévisions, et puis qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, voilà. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen pour réussir à inculquer cette philosophie dans l'entreprise, pour avoir comme but de plutôt réfléchir sur comment construire un modèle ensemble pour améliorer le processus. Voilà, donc que les travaux de chacun soient plutôt focalisés sur des paramétrages plus que sur des pilotages de chiffres de qu'est-ce que je vais produire et combien. Et puis voilà, embarquer les acheteurs, les commerciaux. Voilà nos ambitions pour la suite. Hein, t'as vu ça Merci.